Tu t'apprêtes à écouter un nouvel échange avec une personne passionnée et passionnante et j'espère que tu trouveras dans cet épisode des idées, des concepts ou des techniques qui t'inspireront ou te motiveront. Tu pourras retrouver les notes de cet épisode ainsi que les liens vers les ressources citées au cours de l'échange en cliquant sur le premier lien dans la description de l'épisode. Pour encourager et soutenir la production de ce podcast, je t'invite à mettre 5 étoiles ou un like sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Merci beaucoup à toi. Et sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Hello et bienvenue dans le podcast Upgrade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clément. Clément, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci Amy. Moi ça me fait d'autant plus plaisir que ça fait un bail qu'on a des échanges occasionnels par message, tu vois, depuis quelques années, mais c'est vrai que ça fait très longtemps on n'avait pas eu une vraie conversation, donc c'est l'occasion. Ouais, en plus là, t'as sorti la petite tasse de thé et tout, en mode vraiment, j'ai l'impression de prendre un petit café avec toi. Moi, je suis avec la gourde d'eau, ça change un peu, mais bon, c'est l'ambiance qui est là. Clément, je vais te présenter rapidement pour les auditeurs du podcast. Donc, tu viens d'avoir 30 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. Très bien. Et nous, on s'est connus dans un contexte qui est complètement différent de ce que tu fais actuellement, puisqu'on s'est connus dans le milieu de la batterie. Alors, à l'époque, je t'ai pas connu en tant que batteur, mais en tant que fabricant de baguettes de batterie. Baguettes qui étaient Exact. hyper stylées. La marque, je peux la citer, la marque Ouais, bien d'ailleurs? sûr, vas-y. Ouais, la marque c'était Vicori. Donc voilà, vraiment très stylé les baguettes, j'adorais. Et on a eu la chance de se rencontrer lors du NAMM Show à Los Angeles en 2020. Exactement. Grosse rencontre qui m'a Présenté marqué par un ami commun, personnellement, hein. Adrien, du coup. Exactement, ouais. Présenté par Adrien, très bon batteur au passage. Oui. Et donc, tu m'as marqué pendant ce séjour parce que tu m'as proposé déjà un resto où j'avais pas du tout envie d'aller à la base et au final, tu m'as convaincu d'y aller et l'expérience que j'ai eue dans ce resto m'a fait complètement changer ma perception de ce type de restaurant. Mais aussi, dans ce resto, tu m'as un peu parlé de ton parcours et tu m'as dit notamment que tu avais une formation d'ingénieur aéronautique. Ouais. Donc voilà, déjà, je me suis dit, waouh, le mec, il est ingénieur aéronautique et derrière, il fait des baguettes. Mais c'est pas tout, parce que tu m'as aussi dit que tu étais allé faire un petit tour du côté de la pâtisserie pendant un petit moment. Voilà. Et quelques années après, je te retrouve, tu es sur les réseaux, tu es en mode business en ligne, enfin, tu as un business en ligne. Et là, tu fais un truc complètement différent. En fait, tu as allié plusieurs passions apparemment, Ouais. la gourmandise notamment. Et maintenant, tu as monté un business qui s'appelle Kiffe ta diète. Et donc, ton but, c'est d'aider les femmes de 40 ans et plus à perdre du poids, mais sans se priver, Mhm. sans avoir l'effet yo-yo et sans souffrir de l'alimentation émotionnelle, qui est un point super important dans la prise et la perte de poids. Donc, c'est hyper varié. Voilà, tu sautes du coq à l'âne. Tu as un profil, enfin moi j'appelle ça un peu de multipassionné, même si c'est un mot, je suis un peu mitigée sur ce mot-là. Mais en tout cas, c'est le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à toi. Tu es un peu sur tous les fronts, tu as fait pas mal de choses différentes. Je trouve ça super intéressant. Et du coup, j'ai hâte que tu m'en dises un peu plus sur ton parcours et sur tout ce que tu fais. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Ok, là? non, présentation ultra complète, du coup. Mais après, oui, effectivement, on pourra creuser des choses, mais tu vois, souvent, je trouve ça fou comme si tu mets, mon parcours sur papier, et pas je suis pas le seul, hein, il y a plein de personnes qui peuvent avoir des parcours un peu comme ça aussi, tu vois? Où sur papier, tu te dis: «OK, ça a aucun sens» et pour moi, en tout cas, ça avait beaucoup de sens et en fonction de comment tu relis ces points-là, tu vois? Et aussi de, l'histoire que tu mets derrière et pourquoi tu as fait ces choix-là et cetera. Là, en fait, tout prend du sens, en fait et voilà, tu vois? Parce que même si j'ai été dans le business de la musique, c'était, du e-commerce avec des produits physiques et cetera. J'ai appris à gérer plein de galères logistiques. Heu, j'ai eu, l'expérience de pouvoir aller effectivement à Los Angeles, au NAMM, et là où on s'est rencontrer, plein de mes idoles, dans la batterie et cetera. Avoir même, un batteur français que j'aime beaucoup qui m'a demandé un selfie, j'ai trouvé ça incroyable. Et après, voilà, ça m'a formé un petit peu. La pâtisserie, c'est pour mon côté gourmand. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des sensibilités que j'ai et au fur et à mesure, ça s'est goupillé dans le projet que je fais actuellement, qui est vraiment autour de la nutrition et cetera, qui est une passion que j'ai depuis longtemps. Heu et je retrouve un petit peu de ce que j'ai aimé dans chacun de mes projets avant, dans ce que je fais maintenant, en fait, tu vois? Donc ça a beaucoup de sens. Ouais, et justement, j'ai trouvé ça assez surprenant d'ailleurs parce que quand on est ingénieur en aéronautique, c'est quand même un parcours assez classique. Ouais. Tu as toujours voulu quand même avoir ce côté entrepreneurial à côté ou est-ce que tu voulais vraiment rester dans l'ingénierie aéronautique? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi ce changement de voie?
Ouais, alors, en fait, c'est parti du fait que moi, depuis que je suis gamin, je fais des croquis. J'avais un petit cahier, c'était, un truc trop mignon, tu sais, j'avais 10 ans et j'avais mon cahier des inventions et puis je dessinais des trucs et je dis: «De toute façon, j'ai inventé tel truc, j'ai inventé tel truc», donc école d'ingénieur, c'est un peu une évidence, pour, moi, tu vois? Et je regardais les avions voler et je me disais: «Ah là là, tu travailler pour une boîte comme ça, comme Airbus, ça va être incroyable». Et donc j'avais fait mon cursus ingénieur en alternance et j'ai tout fait pour obtenir, mon job chez Airbus. En fait, j'étais dans une école qui s'appelle l'ICAM, qui est présente dans pas mal d'endroits en France. Le truc, c'est qu'il y a l'ICAM à Toulouse. Eux, généralement, sont beaucoup plus exposés à la partie aéronautique. Moi, j'étais à Lille et du coup, j'avais, fait une lettre de motivation à l'ICAM de Toulouse pour qu'ils me laissent, aller à leur forum des entreprises. Donc j'avais fait l'aller-retour, sur 2 jours pour rencontrer les gens d'Airbus et je disais, bah et je jouais cette carte de: «Bah, en fait, les gars, je viens de traverser la France parce que je veux vraiment bosser avec vous, quoi». Ah, c'est dingue. Et j'ai obtenu ce poste, donc j'étais trop content et je vais vraiment pas cracher dessus parce qu'encore une fois, c'est juste, je me suis rendu compte que ça me correspondait tellement pas, dans le quotidien, dans ce que c'était, c'est très bien si tu en fait, la projection que je me suis fait, c'est OK, si je veux, ma maison, ma femme, un kangourou et un labrador, à, 23-24 ans et continuer ma vie comme ça, c'est génial. Mais c'était tellement autour de, tu sais, très sécurisant et cetera, où ça manquait beaucoup d'adrénaline, c'est une boîte qui est immense et du coup, entre les choses que tu fais et le fait de voir les conséquences de tes actions sur le terrain, bah, ça n'arrive quasiment jamais. Hem et donc ça me correspondait pas du tout et du coup à la fin des 3 ans de CDD d'alternance, à l'époque, ils avaient gelé entièrement, ils arrêtaient de recruter, ils avaient gelé tous les postes et au moment où j'ai fini mon alternance, ils m'ont dit: «Bah, écoute, on commence à ouvrir des postes. Nous, on a des très bons retours de ton manager, si tu veux, s'il y a un poste qui t'intéresse, tu es prioritaire». Moi, j'aurais dit: «Non merci, je me casse. Salut, c'est pas pour moi» et c'est là que j'avais monté du coup Vicory et du coup, pour revenir à ta question sur, bah, est-ce que j'avais l'envie d'entreprendre? C'est pendant cette période-là où j'ai ouvert un bouquin. C'est ma sœur qui a, cette, lubie un peu des livres, tu vois, en librairie, elle va dans une librairie, elle achète 3-4 bouquins. Elle est revenue à la maison avec 4 bouquins. Elle a dit: «Bah, écoute, j'ai lu ces 4 bouquins qui ont l'air cool. Moi, je vais lire celui-là. Si tu veux lire un des 3 autres, vas-y». J'en ai choisi un qui s'appelait La semaine de 4 heures de Tim Ferriss et il m'a retourné le cerveau sur ce qui était possible de faire, sur, tu vois, sur, tout ça. C'est vraiment, moi, aujourd'hui, je suis ça me touche beaucoup en plus, bon, ça pourrait être une autre histoire, mais il y a quelques semaines, j'ai passé la soirée avec Tim Ferriss, tu vois? C'était un concours de circonstances qui fait que j'ai passé la soirée avec Tim Ferriss à Paris, en petit comité dans un bar et tout et c'était tellement, ouf pour moi de pouvoir échanger avec lui et surtout le remercier de ce qu'il a parce qu'il a énormément influencé mes choix de vie et du coup, en fait, si tu veux, quand j'avais des périodes où je m'ennuyais, chez Airbus, ça arrivait, tu vois? Parce que c'était l'activité vraiment en dents de scie, bah, moi, je lisais, des blogs, de, Stan Leloup, Marketing Mania, tu vois? De, un mec qui s'appelle Nat Eliasson, qui est un américain, qui est un genre de Tim Ferriss junior aussi, qui a le même âge que moi et je les voyais faire leurs expérimentations en ligne et tout et je me disais: «OK, ça commence à me faire rêver, j'ai envie de liberté, j'ai envie de créer tout ça» et donc et après, on va pas se mentir, j'ai un père qui est chef d'entreprise, j'ai un grand frère qui est dans le milieu de la tech aussi, donc j'ai eu des exemples dans ma famille aussi de gens qui entreprenaient et donc tout ça a fait que, ouais, c'était assez logique pour moi de faire l'entrepreneuriat derrière. Et du coup, quand tu as voulu te lancer, tu as choisi direct le e-commerce au final? Ouais, exactement. Mais tu vois, c'était un peu l'idée de la muse, dont Tim Ferriss parlait dans son bouquin, tu vois? C'est tu prends une de tes passions, tu en fais un business, qui peut tourner en ligne, et cetera, que tu essaies d'automatiser au maximum. Même si j'ai pas suivi tous ses conseils et peut-être que j'aurais dû et c'est aussi pour ça que, c'était une expérience qui était, incroyable et en même temps avec, son lot de difficultés à gérer, qui était pas forcément évident et ce qui fait que c'est plus mon activité à plein temps aujourd'hui. Heu, mais ouais, voilà, donc j'ai commencé par le e-commerce, en me disant qu'il y avait un truc à faire dans les baguettes de batterie, parce que je trouvais que les baguettes de batterie se ressemblaient toutes. Hem, parce que enfin voilà, je trouvais qu'il y avait pas une marque qui était très différenciante et cetera. Il y avait Promark qui essayait des choses quand même, et que j'aimais bien. Mais voilà, je me disais qu'il y avait de la place pour, faire quelque chose et du coup, à l'époque, j'avais lancé un Kickstarter, pour, lancer ma marque de baguettes de batterie. J'ai fait faire des protos et cetera à des usines que je regardais un peu partout dans le monde et tout.
J'ai reçu des trucs horribles, chez moi, mais vraiment des trucs, je me dis: «Mais ils m'ont vraiment envoyé ça». Et il y a une boîte qui s'est démarquée, qui réussissait à faire exactement ce que je voulais. Donc on a bossé avec eux et sur le Kickstarter, oh là là, j'ai même plus le chiffre, mais on avait levé, peut-être 15 000 €, Ah ce qui ouais, est pas quand forcément même. énorme, mais pour des baguettes, c'était cool, quoi. Oui, voilà, c'est ça, faut remettre dans le contexte, c'est quand même un milieu ultra niché quand même la batterie, quinze Ouais. mille balles dans un milieu comme ça, ouais, quand même. D'où la raison pour laquelle j'avais fait ma vidéo en anglais, j'avais fait toute la campagne en anglais avec une traduction en français pour ceux qui voulaient, mais clairement, je me disais: «Je vais pas me contenter de la France, sinon je vais jamais lever d'argent». Ouais, c'était une bonne décision, ouais. OK, donc du coup, tu as eu ton expérience dans le e-commerce, tu t'es dit que finalement c'était assez prenant, assez fatigant aussi et du coup, tu as quand même réussi à te reconvertir, toujours dans le business en ligne, mais pas dans le e-commerce. Donc tu as pris le meilleur du e-commerce, enfin le meilleur du «monde en ligne» entre guillemets, Mmh. mais cette fois, tu fais quelque chose de complètement différent en termes de fonctionnement. C'est ça. Je vends du service, donc il y a du coaching de perte de poids, essentiellement pour les femmes de 40 ans et plus. Je dis essentiellement parce que c'est ma cible, parce que je m'adresse à ces personnes-là. Hem, Ça n'empêche pas que, ça arrive régulièrement que parfois des hommes, que des femmes plus jeunes, que tu vois, que d'autres profils viennent me voir en disant: «Bah, moi j'aime bien ton contenu sur YouTube et j'aimerais bien que tu me coaches». Et généralement c'est faisable dans la mesure où pourquoi j'ai décidé de cibler les femmes de 40 ans et plus? Parce que c'est celles qui répondaient le plus à mon message en ligne, qui était qu'on peut perdre du poids sans se frustrer et sans forcément devoir faire des tonnes de sport et cetera. Hem Et parce qu'on va pas se mentir, les femmes sont sujettes à beaucoup plus de pression sociale que les hommes au niveau de leur, poids, de leur apparence physique. Ouais, c'est vrai. Et en plus de ça, la nature fait qu'elles ont plus de difficultés à maintenir leur poids, en fait. Parce que leur métabolisme est moins élevé que les hommes. Et pourtant on leur sert les mêmes portions au restaurant, les portions sont toujours standardisées pour tout le monde. Et on leur sert les mêmes portions. Du coup, il y a un côté un peu standard de manger dans des quantités qui sont, bien trop grandes pour elles, qui fait qu'elles prennent des habitudes qui font qu'elles prennent facilement du poids. Tu ajoutes à ça les fluctuations hormonales pendant les différentes phases hormonales de la vie d'une femme. Donc je parle des cycles menstruels, je parle des grossesses, je parle de la préménopause, de la ménopause, de l'après aussi, enfin voilà. Heu, à tel point qu'en fait, faire perdre du poids à un homme, trop cool. C'est encore une fois, je suis pas en train de minimiser, l'acte, c'est génial, quand quelqu'un arrive à perdre pas mal de poids. Le truc, c'est que les méthodes qui ont fonctionné pour cet homme ne vont pas forcément fonctionner pour, une femme, parce qu'il y aura beaucoup plus de critères à prendre en compte. Là où en général, si ça fonctionne pour une femme, tu peux y aller. L'homme, ça va suivre. Enfin, je veux dire, ce qui va fonctionner pour une femme fonctionnera pour un homme, généralement. Même si, pour l'homme, on va pas traquer la grossesse et les cycles menstruels, bien sûr, mais voilà. Et du coup, je sais pas, il y a un côté challengeant et le fait que je connecte, assez facilement avec ce profil-là, avec ces mères de famille, c'est des choses qui me touchent. Voilà, c'est comme ça que ça s'est développé. Donc j'ai peut-être un peu dérivé de ta question, mais voilà, c'est la raison pour laquelle je fais tout ça. Non, en fait, j'allais justement te poser la question de pourquoi ce public-là? Parce que je me suis dit souvent les entrepreneurs, ils ciblent des personnes ou des situations en tout cas qu'ils connaissent, soit dans leur entourage, soit par eux-mêmes. Donc soit par exemple, ils règlent un problème qu'ils ont déjà eu avant eux-mêmes et du coup, ils aident les autres personnes, à régler ce même problème, soit ils règlent un problème que quelqu'un de leur entourage a eu et ils aident des personnes similaires à ces personnes-là à régler ce problème. Et moi, je me posais la question, est-ce qu'autour de toi, je sais pas, ta maman, ta sœur, ta tante, je sais pas, a eu à régler ce genre de problème et c'est ce qui t'a motivé à cibler des personnes similaires? Parce que quand on est un homme jeune, enfin, je veux dire, tu jeune, tu plus jeune que ta cible. Bon, là, tu as 30 ans, mais tu as commencé il y a quelque temps déjà. Donc, comment, dans un cas comme le tien, on arrive à trouver cette forme de légitimité auprès d'un public qui est pas du tout ce qu'on est soi-même? Comment tu réussis, toi, à capter l'attention de ta cible et comment tu réussis à faire en sorte que ces personnes, elles te fassent suffisamment confiance pour, mettre entre tes mains une partie de leur santé au final parce que, ben, il s'agit aussi de ça quand on perd du poids, c'est lié à la santé. Pour le coup, c'est une super question et tu te doutes bien que c'est une question qu'on me pose souvent aussi, de: «Ah ouais, non mais d'accord, mais t'es un homme, t'es jeune, tu es qui pour parler de ça?» et cetera. C'est pas partie d'une problématique de quelqu'un de ma famille, d'une femme et cetera, c'est vraiment partie de mes problématiques. Moi, j'ai eu des gros problèmes avec mon alimentation, avec le fait que j'avais des crises d'hyperphagie, je mangeais énormément jusqu'à me rendre malade. J'ai beaucoup de problèmes à gérer les quantités, enfin bref, c'était assez compliqué pour moi, et j'ai un rapport particulier avec mon propre corps jusqu'à le début de ma vingtaine, dans ces eaux-là, où j'ai commencé à vraiment essayer de prendre les choses en main. Le truc, c'est que les problématiques que moi je rencontrais sont rencontrées, bah
plus par des femmes que par des hommes en général, je pense, ou en tout cas les hommes ne conçoivent pas de résoudre ce problème autrement que par faire plus de sport, et cetera. Et le discours plus, on va se faire plaisir dans l'alimentation et moins se frustrer, je ne sais pas pourquoi. Il y a aussi plus de femmes qui répondent à ça. Donc il y a cette chose-là. Et après, il y a le fait aussi que, bah, la raison pour laquelle je m'adresse à des personnes de 40 ans et plus, c'est parce que moi, personnellement, me mettre en abdos sur la plage, tu vois, montrer mes abdos sur la plage, avec des nanas en bikini autour de moi et dire: «Hey, tu veux choper, bah, achète mon programme», ça me parle pas, en fait. C'est pas mes valeurs, c'est pas des trucs qui m'inspirent. Et dès que tu t'adresses à un public de 40 ans et plus, on est sur des vraies raisons, en tout cas qui en tout cas, matchent beaucoup plus avec mes valeurs sur les raisons pour lesquelles tu veux perdre du poids. On parle de, j'ai des grands-mères qui sont pas en capacité physique de garder leurs petits-enfants et qui passent à côté de l'expérience d'être grand-mère, tu vois? Et de vraiment passer du temps avec leurs petits-enfants à cause de leur poids. J'ai, des personnes, des mères célibataires qui, s'autorisent pas à se remettre en couple parce qu'elles arrivent pas à se mettre nues devant un homme, tu vois? Et qui après, qu'on ait perdu 30 kilogrammes ensemble, me disent: «Je peux me mettre nue et être et assumer mon corps et m'aimer, tu vois, devant un homme». C'est des changements profonds sur le fait de moi, ce qui m'anime et la valeur forte que ça anime chez moi, c'est vraiment, je veux aider les gens à pas passer à côté des moments de qualité de leur vie, tu vois, à cause de leur corps. Mmh. Et de pouvoir vraiment profiter de la vie à pleines dents, croquer la vie à pleines dents, sans passer à côté de, enfin voilà, à côté de ça, juste à cause du fait que, ben, tu as pas d'éducation sur comment t'alimenter, stratégiquement, comme il faut, et cetera. Hem, je pense que j'ai quand même dérivé un petit peu de ta question qui était, où tu me demandais, attends, Comment tu deviens légitime auprès d'un public qui est oui, pas ce que c'est ça, toi tu es toi-même? Voilà, un public qui peut pas s'identifier à toi au final, le fond de la question en fait il est là. Quand ta cible peut pas s'identifier à toi, comment tu fais pour gagner de la crédibilité et de la légitimité? Je te pose la question parce que à l'inverse, par exemple, si on prend le coaching sportif, vraiment c'est très basique, si une femme est coach sportive de manière générale, enfin il y a des exceptions bien sûr, mais de manière générale, les hommes vont pas forcément aller vers elle pour se faire coacher. Ils iront pas naturellement prendre des conseils auprès d'une femme coach sportive parce que forcément, ils se représentent pas, à travers cette femme-là, ils s'identifient pas forcément à travers elle. Elle a pas le même physique qu'eux, elle a pas le physique qu'ils admirent et qu'ils veulent atteindre. Donc du coup, dans ton cas, bah, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Toi, tu as affaire à des femmes qui forcément peuvent pas s'identifier à toi puisque tu es complètement à l'opposé d'elles. Donc comment tu crées cette crédibilité? Comment tu gagnes en légitimité auprès d'elles? c'est ça. Donc la question de la légitimité, très honnêtement, ça ça se construit progressivement. C'est comme n'importe quel freelance, tu te construis un portfolio, en fait. Donc déjà, à partir du moment, c'est tout bête, à partir du moment où je parle leur langage, où je comprends leurs problématiques et elles le voient dans mes contenus, en fait. Elles le voient quand je m'adresse à elles, elles le voient que c'est des problématiques que je comprends profondément. Tu ajoutes à ça le fait que j'ai fait des transformations physiques vraiment impressionnantes avec, certaines clientes, et cetera. Elles les voient, ce sont des vraies personnes. On a un groupe, par exemple, sur Facebook où il y a certaines de mes anciennes clientes qui ont fait des transformations incroyables, elles sont dans ce groupe-là. Donc quand je poste une transformation physique, bah, la personne commente en disant: «Trop fier de mon travail avec toi», et donc bah, les gens voient que c'est réel, tu vois? Tu as vraiment ce côté où, hem, où à un moment donné, tu vois, tu avais aussi la question de: «Ah bah tiens, est-ce que tu es diététicien, nutritionniste?» Non, j'ai fait une formation, de coaching en nutrition et sport, qui s'appelle Bayesian, qui est basée, qui a été fondée par un mec qui s'appelle Menno Henselman, qui est, néerlandais et et dont la branche française est, cofondée par, Nevin Barnett et Antoine Fourbonne, qui sont un peu connus sur les réseaux, dans ce milieu-là et qui sont devenus, et qui sont vraiment devenus des bons potes, surtout, Nevin dont je suis assez proche et en fait, voilà, je me suis formé à ça, j'avais des connaissances et à la fin, bah, voilà les résultats qu'on obtient avec mes clientes, en fait. Et vraiment, je pense que tu as aussi quelque chose dans mon attitude maintenant où quand une personne s'arrête à ça et me dit: «Bah, c'est quoi ta légitimité?» Bah, écoute, si les transformations te suffisent pas, si voilà, enfin, après je peux comprendre, hein, les gens voient énormément de choses, sont très sollicités sur les réseaux et cetera et se disent: «Bon, bah, OK, d'accord, c'est encore un mec de plus», mais c'est pas grave. Enfin, je me concentre sur les gens qui résonnent, en tout cas avec mon discours, heu, qui, heu qui encore une fois résonnent avec ces valeurs dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, qui sont importantes pour moi et heu et il y en a, largement suffisamment qui me sollicitent à ce niveau-là, donc ça me va très bien. Ouais, c'est vrai que je comprends, il y a pas mal de personnes qui sont très à cheval, notamment en France d'ailleurs, enfin dans d'autres pays aussi, hein, bien sûr, mais c'est quand même relativement présent en France, ce truc de diplôme.
de dire, «Mais tu légitime, tu un diplôme, t'as étudié pendant, 3 ans, 5 ans, machin», sans vraiment prendre en compte aussi le fait que parfois, on peut aller chez des médecins, chez des diététiciens, tout ça, qui sont pas forcément formés, sur d'autres problématiques qui rentrent en compte dans la perte de poids et notamment le côté émotionnel qui est, à mon sens, beaucoup trop sous-estimé, vraiment. Tellement, tellement. Le truc, c'est que tu as un peu ce côté de tu as des spécialités qui se parlent pas trop entre elles et bon, encore une fois, je suis pas médecin et je prétends pas en être un, mais il y a une réalité qui est que, bah, quand on me dit: «Ah, tu médecin, tu nutritionniste, tu diététicien» et bah, souvent je réponds: «Non, non, moi je suis le mec que les femmes viennent voir une fois que le diététicien et le nutritionniste n'ont pas fonctionné, en fait et elles viennent me voir moi derrière». Parce que bah, on va pas juste se d en fait, évidemment que et je dis pas que c'est le cas de tous les diètes. Encore une fois, j'ai des amis diètes, qui travaillent très bien et mais qui seront d'accord avec moi pour dire que dans la moyenne, il y a des choses qui vont pas bien, en fait, dans ce milieu, en fait, dans la façon dont c'est pratiqué, dans le fait qu'on se concentre absolument que sur l'alimentation et on va te donner, en fait, un plan alimentaire et on va te dire: «Bah, tiens, tu as juste à manger ça et plus manger ça et tu vas perdre du poids» et très honnêtement, Amy, si tu suis ce plan, tu vas perdre du poids. Et oui, c'est vrai, si tu suis ce plan, tu vas perdre du poids. Sauf que tu es pas un robot, en fait. Et la diète qu'on te propose, elle est chiante à mourir. Tu vas pas y prendre de plaisir. Tu vas avoir la dalle, en fait, absolument toute la journée. Et du coup, c'est juste pas humain de te dire ça. Il y a des personnes qui vont réussir à le faire. Ces personnes-là, malheureusement, sont aussi très propices à reprendre du poids derrière. Parce qu'à partir du moment où tu as un écart, plus l'écart est grand entre la diète qui te convient et qui t'apporte du plaisir et qui te permet de manger à ta faim et la diète qui te permet de faire que tu vas utiliser pour perdre du poids, plus cet écart il est grand, plus tu as de risque de faire un effet yo-yo derrière, en fait. Parce que tu peux pas tirer l'élastique dans un sens sans, avoir le retour derrière, d'une amplitude similaire, quoi, tu vois? Et donc voilà, donc ça passe par l'alimentation, mais pas que. Ça passe par, la santé hormonale, ça passe par le sommeil, ça passe par, le fait de minimiser la sédentarité. Je parle pas de faire du sport, je parle vraiment simplement d'essayer d'être un peu plus en mouvement, d'entretenir ce qu'on appelle le rythme circadien. Voilà, plein de choses comme ça. On parle de gestion émotionnelle, du stress. J'ai également, en fait, on travaille avec, une coach qui est spécialisée justement dans la psychologie comportementale et le côté gestion des émotions et cetera, qui anime des ateliers pour mes clientes, 1 semaine sur 2 où on prend un gros atelier, on fait du coaching. On leur propose aussi des séances offertes en individuel avec, cette coach-là et cetera. Donc vraiment pour traiter aussi cette partie psychologique émotionnelle derrière parce qu'encore une fois, faut pas séparer ça et si on peut avoir tout au même endroit et que la même personne peut suivre quelqu'un, en fait, sur tout ce plan-là pour avoir vraiment une vue d'ensemble et voir, où est-ce que ça bug. En fait, ça bah, évidemment, oui, du coup, après, on a des résultats qui sont pas les mêmes que, quand tu vas chez quelqu'un qui va juste se concentrer sur ton alimentation, quoi. Ouais, mais bien sûr, c'est comme pour tout honnêtement, si tu fais un truc qui est drastique pendant quelques semaines, quelques mois, mais qui te convient pas, qui fait pas partie d'un lifestyle, d'un vrai mode de vie, si ça devient pas ton mode de vie dans tous les cas, du moment où tu vas arrêter, bah, ce sera mort, voilà. Ça marche pour le cardio, ça marche pour tout, vraiment pour tout. Tu peux faire du cardio, tu peux te tuer à la salle en cardio, déjà c'est pas forcément recommandé, mais il y en a plein qui le font, voilà, 6 jours, 7 jours sur 7. Oui, ça va durer 3 semaines, 5 semaines, allez 10 semaines grand max et puis après, c'est fini, voilà. Et si on n'arrive pas à maintenir ça et en faire un vrai style de vie, forcément, il va y avoir un effet yo-yo. Et je rebondis aussi sur ce que tu as dit à propos de la gestion émotionnelle. On sous-estime beaucoup trop, je pense, l'importance des émotions dans l'alimentation et dans la prise de poids, la perte de poids aussi d'ailleurs, notamment au travers des TCA, mais aussi des addictions. Addiction, alors le terme n'est pas forcément validé par tout le monde, hein, mais l'addiction au sucre notamment. Alors ça a été mon cas. Attention, là c'est story time perso. J'en ai parlé il y a pas longtemps dans une newsletter, je crois il y a quelques semaines, quelque chose comme ça. À l'époque, je mangeais jusqu'à 2000 calories de sucre par jour. De sucre, c'est-à-dire Kinder, hein, grosso modo. J'étais une grosse, grosse fan de Kinder, mais je m'en rendais pas compte à l'époque. Alors Kinder, chocolat, Balisto, ce que tu veux, ce genre-là, tu vois. Les barres chocolatées, quoi. Et un jour, alors que j'allais faire une séance de sport, de Krav Maga, j'étais en train de travailler un peu avant sur un dossier pour un client et je tapais dans les gâteaux, enfin dans le paquet de Balisto. Et à un moment, je vais pour taper dedans encore une fois et là, je vois, il y a plus de barres. Voilà, il y a plus rien. J'avais acheté le paquet le matin même et en mettant le papier dans la poubelle, enfin le paquet dans la poubelle, je vois que la barre fait 96 calories et il y avait 10 barres dans le paquet. Donc ça faisait déjà 960 calories que j'avais mangé en une journée.
mais je m'étais pas arrêtée là. Et le pire, c'est que soyons honnêtes, est-ce que tu as pris un kiff Mais non, monumental à chaque mais non, balisto que tu as mangé, tu vois? Mais c'est ça, et c'est ça le pire, en mais fait, non, c'est que tu pas de kiff en fait. Tu le fais de manière automatique pour combler quelque chose ouais, et ça, il faut arriver à le comprendre. Derrière, j'avais mangé aussi, des Kinder et en fait, quand j'avais fait le calcul de ce que j'avais mangé ce jour-là, ça faisait alors tiens-toi bien, je me rappelle tellement du chiffre parce que ça m'a tellement marqué, ça m'a fait un déclic. 2 148 calories dans la journée et il était 17 heures. Et je compte pas mes repas, hein, je compte que le chocolat. Ça m'a fait un déclic, j'ai arrêté le sucre et tout, et ça a été vraiment, un chemin d'apprentissage qui était incroyable et c'est là où je me suis rendu compte de l'importance des émotions dans l'alimentation. Par contre, est-ce que j'ai perdu du poids derrière? Alors c'est un truc, j'ai arrêté, OK, mais j'ai pas perdu de poids parce que là aussi, il y avait eu d'autres erreurs derrière, notamment je mangeais pas énormément et ça aussi on n'en parle pas assez. Des gens qui mangent pas suffisamment, qui ont un métabolisme qui est extrêmement bas et de ce fait-là aussi, du coup, il est flingué, hein, le métabolisme et tout simplement, au moment où ils reprennent une alimentation correcte, et bah, ces gens-là, ils reprennent du poids et après on leur dit, «Non, mais il faut faire un déficit calorique». Oui, d'accord, mais je suis déjà à 1 200 calories par jour, en fait, donc si je fais un déficit, je mange quasi moins qu'un enfant de 4 ans. Donc au bout d'un moment, il y a toutes ces problématiques à prendre en compte et c'est des problématiques qui sont encore peu prises en compte. En tout cas, moi, quand j'ai consulté à l'époque, donc ça c'était en 2018, cette problématique, en tout cas, a pas du tout été adressée. C'est quand même des problématiques qui sont intégrées depuis pas si longtemps que ça dans la thématique globale de la perte et de la prise de poids. tu as soulevé plein de questions, trop intéressantes et après, je suis pas sûr que tu aies envie non plus que tout l'épisode soit là-dessus et cetera, mais je voudrais juste déjà revenir un petit peu pour nuancer quand tu disais, bah, les gens veulent quelque chose de drastique et quand ils font quelque chose de drastique, forcément, il faut un yo-yo derrière. Je voudrais qu'on définisse quand même drastique dans la mesure où ça peut aller vite, en fait. Encore une fois, ça peut aller vite, ça peut être très efficace et ça peut être drastique dans ce sens, si c'est fait de la bonne manière. Hem En fait, ce qu'on veut, c'est que, cette diète soit tenable sur du long terme, même si c'est une diète de perte de poids et encore une fois, il y a des moyens de la rendre drastique tout en la rendant, tenable. Ouais, moi je parlais de drastique comme les régimes du camp, tu sais, les choses comme ça où les femmes elles se restreignent à Ouais, ouais, mort pour rentrer dans une robe de mariée dans deux carrément. mois en perdant 10 kilos en 2 mois, voilà, ce genre de restrictions énormes en fait. Ouais, et encore une fois, tu as, enfin, tu des moyens de perdre drastiquement, sainement et il s'agit ensuite d'avoir une vraie approche autour de la stabilisation. Ça veut dire que je change pas les lois de la physique. Il faut un déficit calorique pour perdre du poids. À un moment donné, c'est juste, quand une personne fait, le régime paléo, le régime cétogène, le régime du camp, le régime tout ce que tu veux et cetera, passe, végane, végétarien et cetera et que suite à ça, elle perd du poids, c'est parce que cette façon de s'alimenter, naturellement, lui a fait manger moins de calories. Point. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Alors oui, il y a des nuances après et d'autres détails et cetera, quand on va regarder dans la santé au niveau des macronutriments, micronutriments et cetera, oui. Mais là, je parle vraiment, sur la partie, perte de poids, pure et en fait, mes clientes, je leur apprends et j'insiste sur ce mot «apprendre», c'est-à-dire que je les rends pas dépendantes de moi. Mon but, c'est qu'en général, j'accompagne mes clientes sur, 4 mois. Parfois, elles demandent à ce que ça se poursuive un peu plus, mais généralement, c'est 4 mois. Mon but, c'est qu'à la fin des 4 mois, elles aient plus besoin de moi. Elles soient pas dépendantes de moi. Parce que sinon, c'est que j'ai mal fait mon travail, en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, elle a, perdu son poids. En général, en 4 mois, selon les profils, hem, on perd entre, 5 et 15 kilos. Au-delà de 15, non, pas en 4 mois, on va pas se mentir. Surtout qu'on veut prendre le temps de faire une stabilisation et cetera. Mais donc ça peut aller vite, encore une fois. Ce déficit calorique, je leur apprends vraiment à le tenir sans avoir faim et en ayant une forme de flexibilité dans leur alimentation, qui leur permet d'avoir une forme de vie sociale, qui leur permet de manger des choses qu'elles aiment, qui leur permet de manger des choses qui sont compatibles avec leur vie de famille aussi. Parce que, le profil type, on va pas se mentir, c'est la mère de famille qui, bah, a appris à penser à peu près à tout le monde sauf à elle, en fait et voilà et vraiment adapter, tout ça. Donc je voulais juste apporter cette petite nuance là-dessus. Ensuite, sur la partie, que j'ai trouvé trop intéressante aussi, où tu as parlé du fait de, voilà, manger 1 200 calories par jour et pas forcément perdre de poids et cetera et de manger comme un enfant de 4 ans. Hem, Là aussi, c'est intéressant parce qu'on ne se rend pas compte à quel point prends une femme de, allez, 1 m 50, 1 m 55. Si elle est, sédentaire, tu sais quoi? Je peux même, regarder, faire une simulation de calcul sur mon truc, à côté.
Mais si elle est sédentaire, elle va avoir comme métabolisme de base, quoi? Un truc assez 1000 bas, hein. 1000 Moi, je 1000 dirais mais dans les vraiment, on va être dans les 1200 BD, hein, 1300, peut-être, ouais, 1300, un truc comme ça. ça. Donc si tu prends, même si elle est en surpoids, hein, on va dire, allez, 80 kilos, imaginons 80 kilos pour 1,50 m dans ces eaux-là et elle ne bouge pas, d'accord? Bah, tu vas te retrouver avec, quelqu'un qui a un métabolisme de base autour de 1 200-1 250 calories dans ces eaux-là. Ouais, ouais, c'est un métabolisme assez bas, hein. Il suffit qu'on bouge pas, le mouvement, c'est sous-estimé. Mais le simple fait d'aller marcher, ne serait-ce que marcher quelques minutes après un repas ou des choses comme ça, j'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs que ça diminuait aussi le pic de glycémie, quelque chose comme ça. Mais ouais, juste marcher, faire un petit peu plus d'efforts au quotidien. C'est bateau, hein, on l'entend tellement de fois ce genre de conseils, mais prendre les escaliers, tout ça. Mais ça a même pas besoin d'être un effort. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc, c'est que ça tu vois, imaginons, on va prendre une image toute bête, mais tu habites au, 5e étage, sans ascenseur, à Paris. Voilà, cas de figure, relativement courant. Hem, Si je te dis: «Bah, je voudrais que tu descendes et remontes ces escaliers, allez 5 fois», prends ton temps vraiment, tu vas être un peu essoufflé à la fin en fonction de ta forme physique et cetera, tu vois? Mais ça se fait, en fait. Le truc, c'est que si je te dis: «OK Amy, tu vas faire, ces 5 allers-retours, mais je veux que tu le fasses le plus rapidement possible» et donc tu vas le faire en courant, en fait, en sautant des marches et cetera. Là, tu vas me détester déjà, donc c'est la première chose et la deuxième chose, c'est que tu vas vraiment être dans un état où tu vas être en nage, en fait. Ça va être, ça va être vraiment ça aura été un énorme effort physique et cetera. Et ça aurait été un énorme effort physique perçu, mais dans la réalité, tu as pas brûlé beaucoup plus de calories que si tu avais juste pris ton temps, en fait. Et c'est ça, qui est ouf avec la marche et c'est pour ça que c'est vraiment l'activité physique qui devrait même pas être considérée comme activité physique, en fait. C'est juste vital, en fait. Tu es fait pour bouger, donc bouge. Et la marche, en fait, jusqu'à, en général, au moins 7 500 pas par jour, c'est quand même la base. Genre, une personne qui fait moins de 3 000 pas par jour, ce qui est le cas de la majorité des gens, hein, malheureusement. Et une personne qui fait plus de 7 500 pas par jour, la même personne, hein, à partir du moment où elle passe de moins de 3 000 pas à 7 500 pas par jour, dans la recherche, elle diminue son risque de mortalité, toutes causes confondues, de 50. Tu divises par 2 tes chances de mourir pour 7 500 pas. Même pas là, 4 500 pas de plus que ce que tu fais d'habitude, tu vois. En plus du fait que ça t'aide à maintenir ton poids, et cetera. Si tu passes à 10 000 pas, c'est en général une bonne moyenne à avoir au quotidien, je trouve. C'est une moyenne ronde, c'est cool quand on veut être dans la perte de poids en plus, ça accélère vraiment les résultats. Et la marche jusqu'à 15 000 pas par jour, 20 000 pas selon les profils, ça ne te demandera pas un énorme effort de récupération le lendemain, en fait. Et donc, c'est par définition une activité que tu peux faire sur du long terme. Et c'est pour ça que, avant même de penser, je vais faire de la course à pied, je vais faire du cardio, je faut absolument que je m'épuise, etc. Juste, prends l'air, marche. Et le pire, c'est que la plupart de mes clientes, en fait, elles le voient comme un effort pour perdre du poids et elles deviennent addictes à ça et elles arrêtent pas de marcher. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que bah, quand elles incluent ça dans leur quotidien, ça leur permet de voir un peu plus la lumière du jour quand même, prendre l'air, prendre du temps pour réfléchir aussi. Parfois, beaucoup des mères de famille où je leur dis, mais moi, je fais ça avec ma compagne, en fait, c'est après le dîner, petite balade digestive à deux. C'est un des meilleurs moments privilégiés que tu peux avoir en couple. C'est le moment où tu peux discuter un petit peu de ton équilibre, de ta vision avec, la personne avec qui tu partages ta vie et heu et donc tu arrives à avoir un moment de qualité avec quelqu'un et en plus, tu vois, prendre soin de ta santé. Il y a des entreprises où les managers font des one-one, tu vois, en marchant avec, leurs subordonnés et je trouve que c'est génial, en fait. Ouais, carrément, je suis tellement d'accord. En plus, la petite balade digestive le soir, ça fait tellement du bien. Ouais, tu te promènes un peu, c'est agréable. Après, ça dépend où tu habites, hein. Moi, actuellement, là où je suis au moment de l'enregistrement, la balade digestive et la balade tout court d'ailleurs, hein, en extérieur, t'oublies tout de suite. Mais ça reste des exceptions. Par contre, j'avais une petite question, parce que c'est vrai qu'on parle de 10 000 pas par jour, quelque chose comme ça. La plus grosse résistance que je peux rencontrer autour de moi à propos de ça, c'est le temps. Ouais. Voilà, le temps. Des gens qui disent, voilà, c'est vrai que faire 10 000 pas, ça va me prendre 1 heure et demie ou ça va me prendre 2 heures, peu importe à l'allure à laquelle la personne marche. Et moi, voilà, j'ai pas le temps. Je bosse beaucoup. J'ai 9 heures par jour où je travaille. Ensuite, je vais faire ci, je vais faire ça. Après, je fais ma vraie séance de sport avec, ça peut être, je sais pas moi, de la musculation ou autre. Et bref, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de trouver 1 heure et demie pour marcher. Et j'ai vu qu'il y a pas longtemps, tu as fait une vidéo justement là-dessus, si je me trompe pas, avec un petit tapis de marche.
Ouais. Est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes, parce que je sais que dans l'audience, il y a des entrepreneurs, il y a des personnes qui ont pas des horaires, de travail «normaux» entre guillemets. Par normaux, j'entends bien sûr le fameux 9h-18h. Donc ces personnes qui travaillent généralement, plus de 35 heures par semaine, qui ont pas mal de choses à faire, qui sont un peu, sur tous les fronts. C'est souvent ce genre de personnes d'ailleurs qui disent: «Voilà, j'ai pas de temps». Qu'est-ce que tu peux leur conseiller à ces personnes-là? Déjà, je trouve qu'il faut recadrer, cette expression dans le sens où j'ai pas le temps, c'est pas vrai. Prends pas le temps On est et d'accord. j'ai pas le temps, ça veut dire c'est pas ma priorité. Ouais. Ce qui est OK. Si tu es aligné avec ça, j'ai aucun problème avec ça, c'est OK. J'ai une cliente, avec qui j'ai une relation particulière, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Elle s'appelle Danielle, si jamais elle écoute, elle sera contente de se reconnaître là-dedans. Salut Daniel. Hem Et elle m'inspire beaucoup parce que c'est quelqu'un, elle a eu un anneau gastrique, d'accord? Elle a perdu, beaucoup de poids, elle a repris tout son poids. Elle s'est fait retirer l'anneau gastrique, elle a fait une sleeve, donc ça veut dire une ablation d'une partie de l'estomac pour réduire l'estomac, d'accord? Elle a perdu beaucoup de poids, elle a repris le poids et là, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, on va atteindre les 30 kilos perdus ensemble, elle se stabilise bien, ça fonctionne bien et cetera. Et elle travaille beaucoup et elle travaille beaucoup également à, 1 heure et demie de chez elle. Enfin, en cumulé, elle a 1 heure et demie de commute, par jour, de trajet pour le travail et cetera. Hem, donc donc elle rentre tard le soir, elle part tôt le matin, elle aime beaucoup son travail, donc elle passe beaucoup de temps au travail et cetera et bah, elle trouve le temps, en fait. Elle trouve le temps de faire ses 7 500, 10 000 pas par jour. Hem, donc je voudrais juste dire qu'il y a toujours pire que soi au niveau du temps et des obligations. La question, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer la marche, en fait, à ce qu'on fait déjà dans le quotidien? C'est ça la vraie question. Bah, moi, pendant très longtemps, tu vois, on pourra te dire, effectivement, tu parles d'une vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps et j'invite, les personnes qui écoutent ce podcast à aller la voir s'ils sont curieux de à quel point la marche peut avoir un impact énorme sur la flexibilité alimentaire que vous pouvez avoir au quotidien. Parce que du coup, je montre et je fais les calculs et je montre, qu'est-ce que ça implique pour vous. Donc il y a pas longtemps, je D'ailleurs, oui, dis-moi? j'en profite pour dire que les liens seront en description de l'épisode. OK. Les liens vers ta chaîne YouTube, tout ça, bien sûr, ils seront en description de l'épisode. Voilà, j'en profite. Petite parenthèse, excuse-moi, vas-y. Trop cool. Hem, Tu vois, j'ai été, nomade pendant les 4 dernières années. Donc en début d'année, je me suis installé avec ma compagne à Paris, mais j'ai vraiment été nomade pendant 4 ans. Nomade, ça veut dire que, tous les 3 à 6 mois, je changeais de pays, et tous les 1 à 3 mois, je changeais de ville et du coup, ça veut dire que tu déménages tout le temps, tu travailles à distance et cetera. Je rêvais, j'avais toujours rêvé, je m'étais dit, «Quand j'aurai un chez moi, je vais m'acheter un bureau assis debout», donc un bureau que je peux mettre, assis ou debout et un tapis de marche, pour, pouvoir, cumuler en fait, le travail et le fait de pouvoir, marcher. Parce que oui, on va pas se mentir, on va pouvoir dire, «D'accord, on a eu une année absolument horrible en termes de météo, quand il pleut, j'ai pas envie d'aller dehors». Ça, c'est ce qui ressort beaucoup comme excuse. Voilà, plein d'autres choses. Jusqu'à, il y a quelques mois, j'avais pas de tapis de marche, j'avais pas de bureau assis debout. Ça ne m'empêchait pas de faire, allez, entre 10 et 15 000 pas en moyenne. On pourrait se dire: «Ouais, mais Clément, c'est ton métier». Non, mon métier, c'est pas de marcher. Mon métier, c'est de sensibiliser les gens à leurs habitudes alimentaires et d'hygiène de vie, tu vois? La vérité, c'est quels sont les obstacles et comment on les contourne. Il pleut dehors, il fait pas beau. Équipe-toi. Franchement, la pluie, c'est pas gênant, hein. Si tu as un kawaii et des chaussures adaptées à la flotte, c'est un faux problème. Là aussi, Daniel, ma cliente Danielle s'est équipée et elle fait sa marche, j'ai plein d'autres clientes qui sont équipées aussi et en fait, au bout d'un moment, elle se rend compte que c'est tellement nécessaire à son bien-être de prendre l'air et d'aller marcher que, pour elle, c'est non négociable et elle va le faire, en fait. Après, comment on l'intègre différemment? Bah, moi, pendant très longtemps, ce que je faisais, c'est que je prenais mes créneaux d'appel où j'avais des coups de téléphone ou et cetera et je les regroupais sur une plage horaire où j'allais marcher, en fait et donc je faisais mes appels, en marchant. Donc ça peut être une façon de faire. Ça peut être, tu vois, parfois les gens me disent: «Oui, mais je suis en télétravail, donc bah, je bouge pas de chez moi et du coup, je marche pas». OK. Le télétravail, c'est une notion qui est quand même assez récente. Tu es en télétravail, généralement, quand tu es en télétravail, ça fait pas très longtemps que tu es en télétravail. Quand je dis pas très longtemps, c'est que ça fait pas plus de 5 ans généralement. C'est quand même assez récent le télétravail, tu vois, dans le quotidien. Tu as gagné beaucoup de temps dans ton quotidien, sur le transport notamment, d'accord? Qu'est-ce qui fait que quand tu as du transport à faire, tu trouves le temps de faire ton transport, mais quand tu as plus le transport à faire, tu trouves pas le temps d'aller marcher? Encore une fois, parce que c'est pas ta priorité.
Et si à la place, tu vois, pour les personnes qui font peut-être 2 jours en présentiel, 3 jours de télétravail, c'est un schéma qu'on voit souvent, bah, au lieu de faire tes, 45 minutes de métro, bah, va dehors, prends l'air, marche, expose-toi à la lumière de la journée, du «soleil» entre guillemets, parce que, même s'il fait pas beau, dans tout cas, tu auras de la lumière. C'est tellement bon pour ta santé, c'est bon pour ton rythme circadien, c'est une des meilleures habitudes que tu peux prendre. Et ce qui est incroyable aussi, et ça j'adore parce que c'est complètement contre-intuitif, c'est que la courbe de l'évolution de l'appétit en fonction de ton activité, c'est pas croissant en fait, c'est un U. Ça veut dire que tu as plus d'appétit quand tu es sédentaire que quand tu bouges. Et c'est vraiment quand tu commences à aller dans des efforts prononcés, dans le cardio, dans l'ultra trail, dans ce genre de choses, dans l'ultra endurance, que tu commences à avoir vraiment une énorme montée de ton appétit. Mais le fait de bouger, ça va te permettre de mieux contrôler ton appétit, réduire son appétit, et cetera. Et j'irais même plus loin en disant que si tu trouves le temps de faire, des séances de musculation ou de cardio dans ta journée, bah, c'est que tu peux trouver le temps de marcher. Et j'utilise une pyramide avec mes clientes pour montrer c'est quoi l'ordre de priorité des choses. Et l'ordre de priorité de l'activité physique, c'est d'abord le sommeil. Donc paradoxalement, la meilleure activité que tu peux faire, c'est rester, immobile dans ton lit, en fait. Hem, une fois que tu as le sommeil en place, et je dirais même en parallèle parce que le fait de marcher et de bouger, ça va t'aider également pour ton sommeil. Il y a le fait de faire tes au moins 7 500 pas par jour. 10 000 pas si tu as envie d'accélérer ta perte de poids et que tu as envie d'aller plus loin, mais 7 500 pas, c'est le minimum. Et une fois que tu as ça en place, commence à considérer le fait de peut-être faire de la musculation, du renforcement musculaire, tu vois? Une fois que tu as ça en place, éventuellement, si tu aimes ça, tu peux faire du cardio. C'est pas le cardio qui va te faire perdre du poids, encore une fois. C'est bon pour ta santé cardiovasculaire, oui. Si tu aimes ça et que tu prends du plaisir là-dedans, trop bien. Si tu détestes courir, bonne nouvelle, tu pas obligé. Heu, voilà. Super nouvelle. En plus, c'est vrai que c'est une idée qui est de plus en plus, «débunkée» entre guillemets maintenant. Ce truc de oui, le cardio, ça fait maigrir. Heureusement d'ailleurs parce que, pendant des années, ça a été la norme. Pendant des années, on a entendu, «Bah, tu veux mincir? Bah, va courir». Ouais, mais non en fait. Mais tu sais que c'est en plus la pire décision parce que déjà la plupart des gens n'aiment pas ça. Déjà en plus quand tu es en surpoids, c'est la pire chose que tu peux faire pour tes genoux et tes articulations en fait. Parce que quand tu as 20 kilogrammes de surpoids, t'imagines prendre une barre à squat sur tes épaules et faire toutes tes activités de la journée avec une barre avec des haltères de 20 kilogrammes sur les épaules, constamment. Évidemment que tes articulations vont pas, apprécier et toi non plus. Et c'est normal, en fait. Et du coup, vraiment le maître mot, encore une fois, que ce soit pour tes changements d'hygiène de vie, ton alimentation, ton activité physique, le maître mot, c'est l'adhésion. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire, en fait? Et 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 évidemment, parfois, tu as pas du tout ces habitudes-là et du coup, c'est simple de dire: «Bah, moi, j'ai juste pas envie de bouger» et cetera. La vérité, c'est qu'une fois que tu te mets en mouvement, tu vas commencer à prendre du plaisir dedans. Donc juste explore, en fait. Teste des choses, vois ce que tu aimes plus que d'autres et fais en sorte que ce soit des choses que tu peux tenir, du coup, sur du long terme. Parce que si c'est juste une tannée pour toi, tu as une limite de volonté dans la journée où à un moment donné, si toute ta journée, c'est d'enchaîner des routines que tu détestes, bah, évidemment que tu vas faire des petits yo parce que ce sera pas tenable, en fait. Ouais, encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Il y a cet aspect émotionnel aussi. C'est-à-dire que si t'es pas bien, si t'es pas heureuse ou heureux dans ta vie de faire ce que tu fais, alors bien sûr, hein, je veux pas dire d'être tout le temps à fond, tout le temps heureux, voilà. Mais si globalement ce que tu fais te plaît pas, ça va agir sur les émotions. Les émotions, ça va agir aussi sur l'appétit, sur plein de choses. Donc ouais, bien sûr, ça paraît évident dit comme ça, mais il y a pas mal de personnes pour qui c'est pas si évident que ça. Donc bah, c'est bien de le rappeler, vraiment. Et il y a aussi encore plus de personnes pour qui c'est évident, théoriquement, mais dans la pratique, tu vois, il y a une phrase que j'adore, c'est, «J'entends pas ce que tu dis, tes actions parlent trop fort». Elle est pas mal celle-là, ouais. J'adore cette phrase. C'est pas la mienne, hein, c'est, Naval Ravikant, qui a dit ça. Ok. Mais j'adore cette phrase parce que c'est vrai, tu vois? Il y a plein de gens qui disent: «Ah mais il faut faire ça et cetera». Cool. Tes actions, elles le montrent pas, en fait. Ouais, c'est vrai. Et du coup, avant de passer à la question d'après qui a rien à voir, enfin, c'est pas qu'elle a rien à voir, c'est qu'elle est, sur une autre, «thématique» entre guillemets. OK. Je voulais quand même insister sur ce que tu as dit, je voulais revenir dessus et bien le répéter, sur cette notion de prendre le temps. De prendre le temps de faire les choses et de les mettre dans nos priorités. Parce que si c'est pas une priorité, c'est OK, mais dans ce cas-là, il faut assumer, voilà. Si on prend pas le temps de bien faire, les courses, par exemple, de bien faire à manger, on peut pas derrière venir se plaindre et dire: «Mais je comprends pas, je sors tout le temps au resto», là où justement les plats sont un peu trop gros pour certaines personnes et je prends du poids, bah non, pourtant je fais, 5 séances de sport par semaine. Bah non.
Voilà, si tu prends pas le temps volontairement, si tu prends pas le temps d'aller faire tes courses et de cuisiner des bons plats ou de choisir des meal plans, des plans alimentaires, parce que ça existe, surtout dans les grandes villes. Alors moi, là où j'habite en France, dans un petit village, ça n'existe pas vraiment, mais dans les grandes villes, bien sûr que ça existe. Si tu prends pas le temps, cette peine-là de le faire, si tu prends pas le temps de le faire correctement et que c'est pas un choix conscient, derrière, forcément, les conséquences, elles seront pas celles que tu veux. Et c'est vraiment important d'assumer, de se responsabiliser là-dedans, clairement. Mais c'est tout ça, c'est une question de responsabilité et surtout aussi d'alignement avec toi-même. C'est Bien encore sûr. une fois, hem, c'est comme tu as des discours entre le côté body positive, genre, faut accepter d'être en surpoids et cetera et l'opposé qui va dire: «Non, non, tu as pas le droit d'être en surpoids» et cetera. Moi, j'ai aucun problème avec les gens, qui ont pas forcément envie de perdre du poids et qui sont OK d'être en surpoids et cetera. Il y a aucun souci avec ça. Mais je veux que, les personnes qui prennent cette décision-là, la prennent en connaissance de cause. Ça veut dire que, hem ne sois pas dans l'illusion, tu peux pas être en surpoids et en bonne santé, c'est pas vrai. Et si ça l'est et que tu as des marqueurs de santé qui restent positifs pendant que tu es en surpoids, c'est juste une bombe à retardement, plein d'études qui le montrent, tu vois? Où tu vois il y a des courbes où tu peux voir, les personnes qui sont en surpoids, entre guillemets «en bonne santé», les personnes qui sont en surpoids avec des maladies, des comorbidités et cetera, tu vois? Hem Et en fait, tu vois ces mêmes personnes, 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, le taux et c'est enfin, c'est impressionnant en fait. Ils arrivent tous à un moment donné à des gros problèmes de santé. Donc, si tu es conscient de ça, du risque que ça représente pour ta santé, pour ta mobilité, pour le fait que tu puisses perdre rapidement en autonomie en fait en vieillissant, pour ce que ça va impliquer pour ta vie de famille, pour, tes, moments, de vie, pour, le fait de pouvoir voir tes petits-enfants ou tes enfants, grandir et cetera. Si tout ça, tu es aligné avec ce compromis-là et que tu te dis: «Je veux pas perdre de poids», mais fine et je suis très content pour toi si tu es aligné avec ça et que tu es heureux comme ça, mais super. Mais juste te voile pas la face, en fait. Genre juste, faut que tu sois conscient de ça. Ouais, tout à fait. Ce que tu viens de dire, je l'ai vécu personnellement. Pour le coup, on en revient au story time perso de tout à l'heure. Mais comme je disais, quand j'étais plus jeune, je mangeais vraiment de la merde, hein, concrètement, voilà. Mais par contre, dès que je faisais des prises de sang, le cholestérol et les autres marqueurs, tout était impeccable. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de problème sur le papier. Sauf que je mangeais vraiment trop mal et je paye les conséquences maintenant. Maintenant que j'ai plus cette addiction au sucre, maintenant que je mange beaucoup mieux qu'avant, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de perdre du poids comme je veux Ouais. ou tu vois, de ce genre de choses. Je le vois aussi dans le sport parce que je me suis mise vraiment au sport, notamment la calisthénie, qui est un sport au poids de corps. Donc là, quand tu as accumulé ne serait-ce que quelques petits kilos, tu vois, je te parle pas d'un énorme surpoids, et quand même, tu le sens. Et notamment quand tu as 35 ans, et ton corps, il réagit pas pareil. Tu peux pas, enfin, tu peux facilement, pardon, être un peu plus inflammé. Tu peux facilement avoir beaucoup plus de blessures. Et d'ailleurs, c'est mon cas aussi. Et maintenant, je me dis en fait que les choix que j'ai faits il y a 10 ans, il y a 15 ans, à l'époque où je faisais pas attention parce que tout simplement j'étais pas éduquée sur le sujet, je les paye maintenant. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, ok, comment je vais être dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que je vais être capable, comme tu dis, de voir les personnes que j'aime évoluer? Est-ce que je vais être capable de partir en voyage sans subir trop le choc du voyage, tout ça, etc. Est-ce que je vais être capable de jouer de la batterie? Est-ce que je vais être capable de faire ci, de faire ça? Si oui, dans ce cas-là, c'est maintenant qu'il faut se prendre en charge et c'est maintenant qu'il faut assumer tout ça et corriger tout ce qui a été mal fait au départ. Clairement. Donc c'est vraiment très très important, Et vraiment. même, tu vois, sur le sujet de la prise de sang, il faut aussi comprendre comment ça fonctionne. C'est que quand votre médecin vous dit: «On va faire une prise de sang et regarder des choses», il va se concentrer sur un petit panel d'indicateurs, notamment le cholestérol, et en soi assez peu de choses pour, grosso modo, s'assurer que vous êtes pas en danger. Il y a en tout cas, ce que je crois fermement en cette affirmation-là, c'est que le rôle d'un médecin, c'est pas que vous vous sentiez au max de votre santé. Le rôle d'un médecin, c'est que vous ne mouriez pas. Le rôle d'un médecin, c'est que tu meurs pas, en fait. Hem et quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses, sur, tu vois, sur, ce qu'on regarde au niveau de la santé et cetera. La vérité, c'est que, tu as un panel de choses que tu peux regarder dans une prise de sang pour voir si effectivement tout va bien et si tout est optimal. Le truc, c'est que, beaucoup d'enjeux en termes, aussi de, sécurité sociale, de devoir faire des économies là-dessus et cetera, font que, on regarde un petit peu pour tout le monde, plutôt que de prioriser qu'est-ce qu'on va regarder et qu'on va être davantage dans la réparation que la prévention. Et la vérité, c'est que tu vois, c'est tout bête, mais cholestérol, on va regarder ton HDL, ton LDL et on va regarder, ton cholestérol total et on va te dire, c'est bien ou c'est pas bien. La vérité, c'est que tu as plein d'autres marqueurs que tu peux regarder,
notamment l'hypoprotéine B, notamment la lipoprotéine petit a, enfin c'est un LP petit a, entre parenthèses, qui permet de voir ta, comment dire, ta propension génétique à potentiellement avoir des problèmes cardiovasculaires. Tout ça, c'est des choses qui sont des marqueurs d'inflammation aussi. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes à regarder pour voir si effectivement tout est aligné. Mais dans un panel normal, c'est pas ce qu'on regarde. On regarde juste si tu es déjà en danger, en fait. Ouais, c'est Tout. une très bonne remarque. On n'y pense pas assez à ça, hein. Là, j'aimerais arriver sur un sujet qui est pas forcément lié à ton cœur d'activité en lui-même, Ouais. mais là, pour les entrepreneurs qui écoutent, c'est plutôt sur comment tu as monté ce business, comment tu as réussi à te faire ta place. Parce que j'ai vu qu'il y a quelques vidéos sur YouTube, enfin quelques, il y a pas mal de vidéos sur YouTube. 150. Ouais, voilà, 150, ça fait déjà pas mal, hein. J'ai vu qu'il y avait quelques publications sur Facebook aussi. Quand tu t'es posé pour créer ton business au début, comment tu as réfléchi à tout ça? Est-ce que tu t'es dit, OK, je vais prendre tel réseau ou tel réseau? Est-ce que tu avais une stratégie déjà très claire dans ta tête? Ou est-ce que tu t'es lancé un petit peu en mode, voilà, au petit bonheur la chance pour tester deux ou trois trucs? Est-ce que tu avais une plateforme sur laquelle tu t'es dit, je veux absolument être là parce que c'est ce genre de contenu que j'aime consommer? Bref, comment tu as fait pour te lancer concrètement là en termes de business? Ouais. Honnêtement, au début, c'était assez fouillis. Ça fait 4 ans que je fais cette activité et les 2 premières années, je gagnais très peu. J'étais auto-entrepreneur et je gagnais, une combinaison de ce qui est, mon chômage, qui date, de mes, cotisations quand j'étais dans l'aéronautique et un peu de ce que je gagnais en freelance à côté et cetera. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de galères à ce niveau-là, j'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire, le fait de mettre des prix trop bas, le fait de, être trop gentil avec, certains clients, le fait de enfin voilà, j'ai fait pas mal d'erreurs là-dessus. Hem, Sans rentrer dans les détails là-dessus, hein, il y a quand je dis être trop gentil avec certains clients, c'est juste que, parfois on calcule plus à quel point on donne en fait et on est tellement dans le dos que parfois ça ne rend pas service au client directement. Donc voilà, j'ai fait toutes ces erreurs-là. Un jour, c'était pendant que je vivais en Thaïlande. Il se trouve qu'en plus c'est grâce quand je te dis que tout est lié, c'est grâce à Vigoury en fait c'est grâce à ma marque de baguettes que j'ai fait des rencontres qui m'ont permis de faire monter mon business, sur la partie nutrition. C'est-à-dire que j'avais été démarché par une agence qui proposait de gérer ma stratégie d'acquisition pour, Vigoury, pour mes baguettes, pour mon e-commerce. Hem, le hasard des choses a fait que, à un moment donné, je leur ai dit: «Écoutez, je vais être off pendant 2 jours parce que je voyage et je m'envole vers la Thaïlande». Et le mec qui gère l'agence me répond: «Ah trop drôle, où?» «Je suis à Koh Samui en ce moment». Je fais: «Bah écoute mec, j'atterris à Koh Samui là». Donc on s'est rencontrés physiquement alors qu'eux ils étaient basés en Estonie. On s'est rencontrés physiquement, le feeling est plutôt bien passé, et ils m'ont dit: «Nous, on va commencer à travailler plus sur de l'infoproduit, le côté plus formation en ligne, coaching et cetera». Et je lui dis: «Bah écoute, moi j'ai une activité de ça aussi, de coach en fait». Et du coup, là, ils m'expliquent un peu ce qu'ils veulent mettre en place et tout et on a mis en place un système, du coup, de conférences en ligne, de webinaires où on avait des personnes qui se rendaient, en fait, à des conférences en ligne et à la fin de cette conférence en ligne, on pitchait, en fait, un programme. Donc en fait, pendant 2 mois, j'avais pas de vie. J'étais en Thaïlande et en fait, on pourrait se dire: «Ah, Thaïlande, incroyable, il a kiffé». En fait, vraiment, j'avais choisi l'endroit pour me dire: «Je vais bosser comme un dingue, j'aurai pas de distraction et simplement le moment où je veux me relaxer, je pourrais me relaxer à plein temps, quoi». Genre, j'avais accès à un sauna et un bain froid, dans une salle de sport, donc c'était à Koh Phangan. J'ai fait 10 jours à Koh Samui environ et après je suis allé vivre, 3 mois à Koh Phangan, qui est une petite île juste au-dessus. Et j'étais vraiment, fou, ma journée, c'était du sport, de la relaxation. C'était mes seuls moments, on va dire, un petit peu, voilà et sinon le reste du temps, c'était travail, 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 travail. J'ai mis au point, du coup, un programme que j'ai vendu en masse, dans des prix entre 200 et 300 €, selon les différents prix qu'on a essayés et cetera. En tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a rodé ça, en fait, moi, du jour au lendemain, en un mois et demi, mon business, il a fait x15. Waouh! OK. Heu et je me suis dit: «Ah la vache, c'est possible ça», tu vois? Genre, incroyable. Système d'acquisition par webinaire et tout et je me suis dit: «Ça, c'est des connaissances que j'ai pas». Passer par une agence pour le faire. Après, c'est une agence qui quand même, me coûtait un peu d'argent quand même, on va pas se mentir. Mais, mais j'ai pu voir que c'était possible. Et Hem, juste, petite question, quand tu parles de webinaire, est-ce que tu passais par de la publicité payante sur YouTube, sur Facebook par exemple, tu ouais, mettais genre un lead magnet,
Enfin, il y a plusieurs mots, hein, pour ça. Il y a freebie, lead magnet, il y a plein d'autres mots encore, enfin bref. Même pas. Ah même pas? Tu mettais pas de lead magnet? Rien? Je mettais pub, il y a une conférence en ligne, je vais t'apprendre ça, 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 viens. OK. Ah, Heu, je schématise, mais voilà. c'est en quelle année ça, tu m'as dit déjà? C'était attends, c'était 2021. 2021, OK. 2021, on tend vers la fin du covid. Non, 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 pardon. 2021, non, 2022, début, ouais, dans ces eaux-là, plus 2022. OK. Donc c'est fin du covid, les frontières commencent à ouvrir et cetera et donc j'avais réussi à aller en Thaïlande, mais c'était encore un enfer pour y aller. C'était très vide, il y avait très peu de gens sur place. Il y avait aussi cet effet, et j'ai compris après coup qui avait aidé aussi, la croissance, qu'il y avait cet effet tout frais post-covid où très peu de concurrence sur les régies publicitaires, qui faisait que les leads coûtaient pas cher. Hem, on pouvait avoir du lead qualifié pour pas cher et on arrivait à il y avait aussi cette prise de conscience sur l'alimentation et tout ça où les gens, étaient très demandeurs à ce moment-là et on fait vraiment des scores incroyables. Moi, je comprends pas ce qui m'arrive. Je rends la question je raccourcis un peu, mais en gros, quelques mois plus tard, ça commence à redescendre un peu. On se rend pas compte, on fait plus les mêmes scores qu'avant. On se rend compte que le prix du lead, il commence à augmenter, qu'on est moins rentable. L'agence avec laquelle je travaillais, pas forcément de la meilleure des manières, arrête de travailler avec moi. Moi, je me retrouve en mode: «OK, je suis tout seul, je dois tout gérer tout seul» et cetera et à ce moment-là, j'étais en Afrique du Sud, à Cape Town, hem et en fait, je fais la rencontre de quelqu'un qui est devenu un très bon ami, Elliot Meunier, qui est, un espèce de petit prodige de là, il a 19 ans, il va avoir 20 ans cet été, Ouais, j'adore. qui a un business, qui marche très bien, qui est dans la productivité, prise de notes et cetera. Bref, on a un coup de foudre amical avec Elliot, vraiment, on s'entend trop bien. Hem et il y avait quelqu'un de sa communauté qui lui avait envoyé un petit message pour le voir à Cape Town parce qu'il était là-bas en échange. Hem et du coup, Elliot introduit cette personne à un verre que j'avais organisé avec des nomades qui étaient à Cape Town, en fait. Cette personne, elle s'appelle Sam. Moi, je me retrouvais sans agent. Je me disais: «J'ai besoin d'un bras droit». Elliot me dit: «Bah, je crois que Sam, il a la dalle et qu'il a envie de faire des choses en ligne». Et c'est le début d'une relation qui fait que Sam, on travaille encore ensemble aujourd'hui. C'est mon bras droit. Il fait toutes nos opérations. Je l'ai complètement formé. C'est devenu une machine de guerre qui m'aide vraiment beaucoup dans ce que je fais, dans mon business et voilà, donc on a repris, tu veux, on a repris toute la techno qu'on avait avec l'agence, parce que ça restait mes comptes et cetera. Donc on a regardé, et l'agence a quand même, un peu aidé dans cette passation, à répondre à quelques-unes de mes questions. Nous, on a un peu reverse engineering, tout ce qu'il y avait, en fait, dans les automatisations. On s'est réapproprié toute la technologie de webinaire et tout ça et on a continué à faire ça tout seul. Mais on a fait beaucoup d'erreurs aussi. Bref, fast forward, 1 an plus tard, c'est mois d'août dernier, on arrête complètement de travailler. Je prends un mois de pause, le premier depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, vraiment, grosses vacances et tout, parce qu'on était plus rentable, parce que c'était, j'ai l'impression de jouer au casino à chaque fois que je faisais un webinaire, tu vois? C'est-à-dire qu'on avait des rappels SMS qui partaient pour, que les gens viennent au webinaire et on a eu des webinaires où les rappels SMS ne partaient pas parce qu'il y avait plus assez d'argent sur la boîte. On parle de 5 €, hein. Ouais, ouais, justement, j'en ai parlé avec une des invitées qui est experte en automatisation. D'ailleurs, je vous mettrai en lien, hein, si tu veux. Elle fait ce genre de choses. On a parlé justement des SMS et tout, que ça avait coulé pas mal de trucs à cause de ce genre de problème aussi, parce que ça coûte cher. C'est Ouais. pas forcément bien perçu en plus, hein. Bah, là, c'est pas que ça coûtait cher, c'est qu'encore une fois, on avait des problèmes au niveau de ce que nous coûtait, une personne arrivée sur le webinaire et ce qu'on arrivait à vendre en programme et du coup, trop anxiogène, trop, vraiment donc même si la boîte tournait bien, on vivait vraiment au jour le jour avec le prochain webinaire et cetera, donc c'était compliqué. On a arrêté. Et finalement, j'ai décidé d'arrêter de brader, mes services, d'arrêter de brader mon programme, surtout que c'est un programme en ligne où les gens pouvaient faire d'eux-mêmes et on se rend compte que, bah, en fait, les gens, ils vont pas au bout. Ils s'investissent pas autant qu'ils le pourraient alors qu'il y a beaucoup de connaissances dedans, beaucoup d'outils et cetera. Du coup, j'ai complètement arrêté ça. Je me suis dit: «Je vais travailler avec beaucoup moins de gens. On va faire ce qu'on appelle du high ticket». Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont payer beaucoup plus cher, mais pour un service beaucoup plus complet et un accompagnement vraiment beaucoup plus complet. J'ai repris le squelette de cette formation-là, j'y ai ajouté toute une dimension humaine avec des ateliers, avec plein de choses, des choses que j'ai ajoutées, que j'ai mis à jour et cetera. J'ai retourné l'intégralité de ma formation. Ouais, un gros travail, hein. Donc ça m'a pris pas mal de temps aussi et heu et voilà et aujourd'hui, bah, écoute, ça fonctionne très bien, vraiment très bien. On n'est plus sur du webinaire. On va en refaire, parce que maintenant on a envie de combiner ça. Mais on n'est plus sur du webinaire aujourd'hui, on va commencer à en refaire et et voilà, donc beaucoup d'ascenseurs émotionnels, dans cette histoire, mais qui me servent énormément aujourd'hui parce que
si ça s'était constamment bien passé après ce x15 dont je t'ai parlé, j'ai eu un côté un peu en mode: «Allez, ça y est». Tu vois? Genre, je flambe un peu plus, tu vois? Alors pas dans l'excès, tu vois? Mais tu as un peu ce côté où tu prends un peu la confiance, hem, en te disant que ça y est, tu as craqué le code et que tout va bien se passer. Pas forcément et je suis très content que ça soit passé comme ça parce que j'ai appris des choses et fait des rencontres depuis qui sont folles et qui vont me permettre d'aller plus loin derrière. Ouais, carrément. J'ai tellement de questions. Alors attends. La première, c'était donc, maintenant tu as plus de webinaire. Tu vas peut-être y revenir, mais à l'heure actuelle, ta strate d'acquisition concrètement, elle consiste en quoi? C'est ça la première question. J'en ai plein d'autres après, hein. Aujourd'hui, on est sur un modèle où effectivement on propose un lead magnet. Donc, c'est une formation offerte qui s'appelle «Perdre du poids sans frustration» et qui, en gros, présente les piliers, de la méthode Kiffe ta diète. À savoir, faire un déficit calorique, certes, mais le faire sans avoir faim. Donc, comment est-ce qu'on peut ne pas avoir faim en mangeant moins de calories et sans se frustrer, sans interdit alimentaire? Comment est-ce qu'on peut ajouter de la gourmandise dans son alimentation sans faire exploser le compteur des calories? Donc voilà, il y a également toute cette partie psychologique émotionnelle, mais ça, on en parle plus dans le programme directement, pas dans cette formation offerte et en fait, après ces personnes-là, on les amène sur un groupe Facebook où je fais pas mal de contenu au jour le jour et cetera, où on entretient un contact plus approfondi avec ces personnes-là. Hem Et ensuite, bah, ces personnes-là, on fait en sorte de les amener sur un rendez-vous avec moi et du coup, là, je fais des appels avec eux. On fait un premier appel, hem, qu'on appelle en gros un appel de qualification, de setting. L'idée, c'est de prendre 15 minutes avec la personne pour voir déjà si je suis en mesure de l'aider et créer un premier contact. Si le contact passe bien, qu'il y a une connexion qui se fait et que j'ai l'impression que je peux aider la personne, dans ce cas-là, on fait une sorte de session stratégie ensemble où je vais leur présenter ça va être quoi le plan d'action justement pour travailler ensemble et pour, atteindre l'objectif qu'on s'est fixé ensemble. Et ensuite, bah, les conditions qui vont avec et si la personne veut travailler avec moi ou pas, quoi. OK. Est-ce que tu as un petit tunnel qui est en place? Quand tu dis que tu essayes d'amener la personne à un call avec toi, est-ce que ça se fait du coup de manière automatique ou est-ce que, vraiment c'est uniquement par les contenus que tu postes sur le groupe Facebook? Il y a un peu des 2. C'est-à-dire qu'il y a un côté où il y a les gens vont recevoir des emails de valeur, en fait, et à des moments donnés, on va dire: «Au fait, tu veux prendre un appel?» enfin, tu vois? Ou en tout cas, qui va susciter leur intérêt pour qu'elles me répondent par mail et qu'ensuite nous, derrière, on soit en mode: «OK, bah, on peut prendre un appel ensemble». Dans le programme, Perdre du poids sans frustration qu'on offre, à la fin, on leur propose, une session avec moi, un appel avec moi directement. Et il y a également les gens avec qui on interagit sur Facebook, qu'on amène aussi, manuellement, sur des rendez-vous. Donc ça, j'ai des personnes qui m'aident aussi à ce niveau-là. OK et justement tout à l'heure tu parlais de l'agence qui t'avait accompagné au tout début avec les webinaires, tu as dit que ça te coûtait un petit peu d'argent. Là, c'est vraiment des questions, très terre à terre, hein. Quand on est sur, ce genre de «partenariat», entre guillemets, est-ce que c'est une somme fixe, par exemple? Tu leur payais un service, voilà, tant par mois? Ou est-ce qu'ils prenaient un pourcentage sur les ventes? Comment ça fonctionnait à l'époque? Hem, Tu as des, frais de mise en place. Donc, eux, ils prennent un fixe, en fait, de mise en place. Après, ils avaient, une «offre irrésistible» entre guillemets, dans la mesure où ils disaient: «Bah, si on n'a pas, encaissé, tant d'argent, à la fin du mois, à la fin des 3 mois, qu'on les 3 premiers mois de travail ensemble, on te rembourse». Hem et en plus de ça, ils prenaient un variable sur, le chiffre d'affaires moins les dépenses en pub. Ah ouais, donc c'est relativement intéressant Et ça. comme ils géraient également mes pubs, bah, eux, ils devaient avoir un incentive, en fait, à faire en sorte que ça me coûte le moins cher possible. Ouais, bien sûr et puis, même toi, du coup, ça te met plus en confiance, quoi, quand tu payes un service et que tu sais que la personne en face, elle se rémunère en partie Ouais, avec, les résultats, bah, tu te dis: «Bon, bah, là, elle a tout intérêt, à me faire avoir des résultats au final, c'est intéressant pour tout le monde». ouais. Et à l'heure actuelle, maintenant, donc tu travailles toujours avec, Sam, si je me souviens bien du prénom. Alors j'ai un problème avec les prénoms, hein, je précise, mais donc tu travailles toujours avec, Sam que tu as rencontré via Elliot Meunier Mmh. et lui, du coup, vous êtes associés ou c'est un prestataire de service? Comment vous fonctionnez, du coup? Comment tu intègres une deuxième personne comme ça, comme un bras droit, dans quelque chose que tu as déjà commencé avant et qui est voué à évoluer? Dans ces cas-là, bah, je pense pas que ce soit, pertinent de dire: «Bah, tiens, ça doit être un modèle, ça doit fonctionner comme ça» et cetera. C'est vraiment donc c'est un prestataire de service, hem et on a cette discussion de: «Avec quoi tu es aligné?» Il y a eu plusieurs fois dans notre relation avec Sam où on s'est posé, on a pris un temps ensemble. Parfois, on prend 2 jours ensemble, parfois et cetera, on revoit un peu notre vision ensemble et cetera et où on se dit: «OK, toi, tu as envie de faire quoi? Tu aspires à faire quoi? Dans quelle direction?» Il est très jeune, hein, il a 21 ans.
Hem et dans quelle direction tu veux aller et cetera. Moi, voilà où je veux aller, qu'est-ce qui fait sens dans les responsabilités que tu vas prendre et on se fait un peu ce pari mutuel de, lui, il va prendre, un variable, en fait, sur ce que je gagne, en fait, sur ce qu'on va gagner ensemble et moi, en contrepartie aussi, il y a cette dimension où, bah, je l'ai beaucoup formé, je lui ai également acheté des formations, et cetera pour, vraiment, qu'il puisse, prendre en connaissance et aujourd'hui il a travaillé à un moment donné avec Elliott, il a travaillé avec pas mal de grands noms, de l'infoprenariat derrière, enfin il s'est fait un vrai carnet d'adresses, et surtout une vraie expertise, à tel point que maintenant voilà, il a pris récemment, je ne vais pas parler en son nom, mais il a pris la décision de travailler avec moins de monde et il refuse des gens, donc Bon, bah, déjà bravo à lui. Clairement ce genre de profil, je crois que c'est le genre de profil que tous les infopreneurs aimeraient avoir à leur côté, je pense. je suis Il d'accord, doit ouais. avoir pas mal de demandes, hein. Ouais, ouais, il y a moyen. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de high ticket et tu m'as dit que tu avais fait un peu évoluer tes prix, tout ça. Mmh. Est-ce que ça t'est passé par la tête, par exemple, de vouloir toujours faire le high ticket, donc faire, en sorte que les gens payent plus cher, s'investissent plus aussi dans le programme, mais à côté de garder une formation qui tourne un petit peu en automatique, un peu comme une «offre d'appel» entre guillemets? Est-ce que tu as eu envie à un moment donné de combiner ces 2 formats? Ouais, j'ai eu envie à plusieurs reprises, j'ai déjà fait des tentatives, des choses comme ça. Le truc, c'est qu'il faut être sûr, l'avantage du high ticket, c'est que, il y a de la place pour effectivement un produit d'appel et que ce produit d'appel, s'il a un prix qui est, il faut qu'il soit quand même, relativement plus faible et qu'il fasse pas concurrence avec ton offre, high ticket. Donc c'est trouver un équilibre un petit peu là-dedans. Moi, en fait, il y a on teste des choses. Pour le moment, on reste vraiment sur cette approche, plus, high ticket. Hem On a parfois des choses qu'on fait, par exemple des stratégies, d'upsell et cetera qui nous permettent de rentabiliser un petit peu les leads, qu'on va avoir, tu vois? Ça, c'est des choses qu'on a déjà faites. Hem, il y a un programme que j'ai co-créé, avec, enfin, c'est plutôt, le programme d'un ami à moi, dans lequel j'ai un module que j'ai aidé et puis on travaille ensemble de manière rapprochée, sur une stratégie webinaire également et là, sur, des produits plus, low ticket. Hem et donc on a un petit peu ça là-dedans, on met en place des stratégies avec eux, voilà, là-dessus et sinon, à la demande, oui, genre j'ai une application en fait de recettes, ça veut dire qu'il y a toutes mes recettes sur une application, c'est mon application, et cette application, chaque recette en fait est reliée soit à Yazoo, qui est l'application de comptage de calories que j'utilise avec mes clients et donc ça veut dire qu'eux, ils voient la recette, ils cliquent sur le bouton Yazoo, ça leur rentre tout dans Yazoo. Donc ils ont pas besoin de rentrer les ingrédients et cetera. Ils choisissent la portion et tout ça et également avec un autre partenaire qui s'appelle Joe et qui, permet de faire des listes de courses et potentiellement se faire livrer les ingrédients de leurs recettes préférées. Et tout ça dans la même application pour vraiment leur faire gagner du temps. Il y a des plans alimentaires et cetera avec des journées types et tout et en fait, ça, le truc, c'est que je leur donne pas un accès à vie à mes clients parce que cette application, elle me coûte de l'argent au prorata du nombre de personnes qui l'utilisent. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais dit: «Bah, voilà, si vraiment vous voulez garder l'accès à l'application, on peut mettre en place un système d'abonnement». C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place et qu'aujourd'hui, on fait plus de manière flexible aux gens qui nous le demandent, en fait. Et parfois, ça arrive qu'on me contacte en disant: «Bah, j'ai pas les moyens pour un coaching, mais j'aimerais bien avoir accès à tes recettes et tout». Dans ce cas, je leur dis: «Bah, voilà, c'est tel prix, si tu t'engages sur un an ou tel prix si tu veux pas d'engagement» et puis voilà. OK. Ouais, donc ça, c'est complet et d'ailleurs, je tiens à le souligner quand même parce que aussi on le voit pas forcément quand on est consommateur, mais la tonne de travail qu'il y a derrière tout ça, l'immense travail, qu'il y a à faire. Mine de rien, tourner une formation, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Une application aussi, c'est pareil. Toutes les recettes, tout ça, tout ce qu'il y a à mettre en place, les liens, ce que tu disais, tu vois, avec l'application, pour compter les calories, tout ça, c'est du travail. Donc bien sûr que oui, effectivement, ça te coûte de l'argent et il faut aussi en face que les clients payent, tout simplement. C'est ça. Et c'est là où tu vas voir que la boucle est complètement bouclée. C'est que tu me parlais de mon parcours, particulier, au début, de l'épisode, mais cette sensibilité à la technologie qui fait que j'aime bien, je touche à tout et cetera, ça vient de mon cursus ingénieur. Le fait que je suis tout le temps à la recherche de gourmandise, de faire des super recettes et cetera et même dans la communication, je parle beaucoup du fait que j'ai été pâtissier et j'ai eu une expérience de pâtissier aussi en restauration et cetera. J'ai un CAP pâtisserie. Bah, ça m'a servi aussi à ce niveau-là, tu vois? Le fait, d'avoir fait du commerce, j'ai déjà, expérimenté avec le côté, utiliser des publicités sur internet ou et cetera. Enfin, tout ça, en fait, ça se regroupe et aujourd'hui, je vis encore un petit peu de tous ces projets que j'ai eu avant, tu vois? De ces autres vies que j'ai eues avant, donc Bah, c'est génial, comme on dit, la boucle est bouclée.
J'ai une dernière question avant de passer à la clôture de l'épisode. Ça touche plutôt à la communication. Mmh. Donc, tu fais des pubs, ok? Tout ce qui est création de contenu, tu l'as dit tout à l'heure, tu as 150 vidéos sur YouTube. En dehors, est-ce que tu vas faire par exemple du cross-posting sur Insta, sur des choses comme ça, ou vraiment c'est YouTube et Facebook? Et j'en profite d'ailleurs pour la deuxième partie de la question. En termes de pub, c'est pareil, vu que tu utilises les deux plateformes, est-ce que tu t'es mis sur Meta en pub ou est-ce que tu t'es mis aussi sur Google avec YouTube, tout ça? Bref, la question c'est est-ce que tu mixes les deux plateformes, que ce soit pour ta communication organique et pour tes pubs? Aujourd'hui, en pub, on utilise que la régie, Meta, Facebook, Instagram. On se retient pas du tout de se dire qu'on va explorer aussi la partie, YouTube Ads et cetera. Surtout que maintenant qu'on est sur du high ticket, c'est plus intéressant parce que généralement les leads, sur YouTube sur la régie Google peuvent être un peu plus chers que sur la régie Meta. Bref, ça dépend des stratégies qu'on va mettre en place. Hem, Après pour ce qui est des plateformes, tu as vraiment ce truc quand tu es créateur de contenu où tu as toujours quelqu'un pour te dire: «Ah, tu devrais aller sur TikTok. Ah, il faut absolument que tu fasses ça sur Instagram. Ah, il faut absolument que» et tu as un peu ce côté: «Ah, il faut que je sois partout» et cetera. Non, choisis une plateforme que tu adores, sur laquelle se trouve ton audience et concentre-toi là-dessus. Moi, cette plateforme-là, c'est YouTube. Alors, on va dire: «Ouais, d'accord, mais tu as aussi ton groupe Facebook et cetera». Oui, quelque chose que j'ai ajouté après et qui était cohérent avec la stratégie de high ticket qu'on voulait et créer vraiment, un groupe qu'on entretient avec, un peu des VIP, tu vois? Des gens qui nous suivent, sur les réseaux et YouTube, j'adore cette plateforme parce que cette plateforme, c'est une plateforme qui paye des dividendes. C'est vraiment une plateforme où ton contenu, il existe et il continue d'exister des années après. Ce qui est pas le cas, en fait, de Facebook, c'est pas le cas de Instagram, c'est pas le cas de TikTok. Il y a qu'à regarder que Instagram, c'est quand même un des plus gros réseaux sociaux au monde. Ils sont pas foutus de faire une search bar qui fonctionne correctement, quoi. On est Tu d'accord, peux ouais. pas, tu peux pas chercher les contenus, tu peux pas chercher enfin, c'est vraiment, l'expérience à ce niveau-là est nulle. Ouais, ouais, Insta, moi j'ai abandonné, hein. J'ai pas TikTok, LinkedIn non plus d'ailleurs. Mais Insta, pendant longtemps, j'ai essayé et j'aimais bien. Je consommais pas mal de contenu sur Insta. Mais c'est vrai que la recherche, tout ça, c'est pas top. Et la Mmh. durée de vie du contenu aussi. Et la durée d'attention de l'audience. Sur YouTube, il y a quand même des gens qui veulent de l'information, Mais clairement. qui viennent pour chercher de l'information et le taux de rétention est quand même plus intéressant. Le taux d'attention aussi. Après, encore une fois, ça peut être une très belle stratégie d'acquisition et je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui s'en sortent très bien sur Instagram et cetera et je pense que c'est des choses que j'explorerai après. Mais il y a encore beaucoup de choses que je peux faire sur YouTube et la profondeur de la relation que tu peux créer sur YouTube, elle est inégalable. Quand j'ai un appel, avec un potentiel futur client, quand j'ai un visio avec, je le vois dans ses yeux qu'il allait sur ma chaîne YouTube, qu'il a consommé mon contenu, que et cetera. Tu vois? Il y a vraiment ce rapport de: «J'aime beaucoup ce que tu fais» et de trop cool de pouvoir échanger ensemble et tout et tu crées des connexions qui sont belles en plus avec ces gens-là et ça, YouTube peut te le procurer. Je pense que les autres réseaux peuvent te le procurer mais pas de la même manière et encore une fois, j'ai que quoi 10 bientôt 11 000 abonnés sur YouTube, c'est pas non plus énorme, mais c'est suffisant en fait, pour avoir, des gens qui, ont envie de regarder toutes tes vidéos et puis, créer un lien avec toi et voilà Ouais, quoi. bien sûr. Donc pour la stratégie high ticket surtout, je trouve que c'est vraiment, plutôt une bonne plateforme. Ouais, les contenus longs, de manière générale, si tu veux créer un lien avec ton audience, je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux à l'heure actuelle. Bien sûr, ça peut évoluer, mais tout ce qui est YouTube et aussi tout ce qu'on fait actuellement en podcast, d'ailleurs, aujourd'hui, ça marche aussi pas mal. Les newsletters aussi, elles reviennent vraiment en force. Rien. Tous ces contenus longs où tu vas t'adresser à des personnes qui veulent prendre le temps, on en revient toujours à la même chose, hein, elles veulent prendre le temps de lire, de s'informer, d'apprendre des choses. Ces personnes-là, elles sont déjà dans un mindset qui est déjà très bon pour le business derrière. Donc, c'est intéressant. Et je pense que le fait que tu aies YouTube qui te sert un petit peu, je pense, d'acquisition, ça drive un peu le trafic parce que YouTube a aussi cet algorithme où ta vidéo, elle peut apparaître dans les recommandations pour quelqu'un qui est un petit peu intéressé par tout ce sujet-là, alors que la personne, elle n'a pas tapé ton nom pardon, sur YouTube Exactement. et elle va te trouver quand même. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et derrière le groupe Facebook, pour peut-être un petit peu plus convertir, les personnes, elles sont au milieu d'autres personnes un peu comme elles. On sait que le sentiment d'appartenance aussi, ça aide beaucoup pour convertir. Donc je pense que la combinaison des deux pour un business comme le tien, ça peut être en effet très très intéressant. Ouais, clairement. Top. Avant de terminer cette interview, que j'ai pris d'ailleurs beaucoup de plaisir à écouter, enfin j'ai adoré écouter toutes tes réponses, j'ai une question qui vient pas de moi, c'est une question qui vient de Arthur, la personne que j'ai interviewée juste avant toi. Et cette question, donc Arthur, il n'est pas du tout dans ton domaine, hein, le seul point commun qu'il a avec toi, c'est qu'il a plusieurs activités.
C'est quelqu'un qui adore faire plein de trucs, qui adore jongler entre plusieurs activités. Il a ce petit côté un peu multipassionné, comme on disait au tout début. Donc sa question, c'est quelle a été ta plus grosse erreur slash la plus grande leçon que tu as apprise dans ta vie? Et ça peut être pro ou perso. Quelle a été la plus grosse leçon que tu as apprise, sous-entendu via une erreur? La 1re chose qui me vient et parce que de se dire que je vais te sortir la plus grosse erreur, tu vois? Je pense qu'il y en a eu plein et moi j'aime pas, voir, les erreurs comme juste fondamentalement juste des erreurs en fait parce que à chaque fois c'est des opportunités d'apprendre des choses de fou quoi. Ouais, je pense que c'est Heu, pour ça qu'il a parlé de leçon justement. ouais, c'est Il a ça. spécifié la plus grande leçon que tu as apprise, mais en fait, je pense que la question, la manière dont il a posé la question, c'est la plus grande leçon qui est venue à cause d'une erreur. Parce qu'on peut apprendre des leçons ailleurs, hein, mais voilà, c'était ça sa question. La plus grande leçon que tu as apprise à cause d'une erreur. Je vais pas parler d'une erreur ponctuelle que j'ai faite, mais plus d'une erreur qui a fait partie de mes comportements, en fait, et de ma façon de voir les choses pendant pas mal de temps. Ça a été d'être dans la comparaison, en fait, tu vois? De comparer à d'autres profils et cetera et putain, je vais encore citer Naval Ravikant, mais j'aime beaucoup ce bonhomme. Hem, il c'est vraiment une leçon, je trouve qui est un comment dire? Un framework qui est vraiment genre quelque chose, un modèle mental en fait à garder en tête, c'est si tu es pas prêt à troquer 100 de ta vie contre 100 de la personne, alors te compare pas à cette personne sur, tu vois? Genre, tu aucune raison d'envier cette personne. Parce que c'est tellement tentant de se dire: «Ah bah tiens, je veux que cette partie, de lui». Typiquement, hem, bah, j'aime beaucoup, Elliot qui peut donner envie de plein de manières différentes parce que, bah, dès, l'âge de 16 ans, il a arrêté l'école parce qu'en fait, il s'est rendu compte que l'école est ce qui le freinait le plus dans la croissance de son business. C'est quand même pas donné à tout le monde. Il y a ce côté un peu qu'en entrepreneur de: «Ah bah, je voudrais ça». OK, n'empêche qu'avoir ce degré de maturité, et ce degré d'expérience, business et cetera, à cet âge-là, ça vient avec son lot d'inconvénients, en fait, que tu veux pas, en fait et que moi non plus et la plupart des gens non plus, en fait et c'est tellement facile de, tu vois, c'est vraiment, on dit, «L'herbe est plus verte ailleurs», sauf qu'en fait, on compare notre herbe à du gazon artificiel qui est à côté parce que c'est vraiment juste le petit truc, tu vois, ce qu'on choisit de voir et ce qui est aussi montré sur les réseaux et qui est pas forcément tous les coulisses, tout ce qui va avec et cetera, quoi. Donc voilà, je dirais ça. Ma plus grosse leçon, c'est que si je suis pas prêt à remplacer 100 de ma vie, à troquer 100 de ma vie contre 100 de la vie d'une personne, j'ai pas de raison de l'envier sur quoi que ce soit. Top, leçon vraiment très importante, que ce soit dans le pro ou le perso, hein, d'ailleurs, sur tous les plans. Ouais, exactement. Ouais, sur tous les plans. Ah, c'est vraiment une très très bonne leçon, merci beaucoup. Est-ce que toi, à ton tour, t'es prêt à poser ta question au prochain invité? Tu connais le principe, mais pour les auditeurs qui ne le connaissent pas encore, le principe, il est simple. Je vais recevoir quelqu'un d'autre en interview prochainement. Tu sais pas qui c'est, je t'ai Mmh. rien dit sur la personne, et tu vas donc poser une question à cet invité, peu importe le sujet de cette question, peu importe sur quel niveau, pro, perso, bref, c'est ta question. Ah, j'hésite entre 2 questions. Ok. Il y en a une qui, je pense peut être intéressant, pour, comprendre peut-être les valeurs de la personne, mais une autre qui, pour le coup, peut faire tourner ton podcast d'une manière beaucoup plus intime. Et je vais Allez, prendre celle-là, c'est une question que je vais, voler d'une amie qui s'appelle Manon Tournant. Hem, et elle a une question qu'elle pose sur son podcast qui est, «C'est quand la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi?» ok. Très très bonne question. Là, on va tomber dans l'intime. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment trop hâte de poser cette question et surtout hâte d'écouter la réponse. Et en plus, grâce à moi, tu pourras te dédouaner en disant: «J'ai pas choisi la question, c'est vraiment l'invité d'avant. C'est pas Mais moi. vas-y, réponds maintenant». Ah, ça va être génial. J'ai vraiment hâte. Très très bonne question. D'ailleurs, Manon, au passage, elle est sur ma liste de personnes invitées pour le podcast, hein. Je le dis, OK. mais enfin, c'est pas la seule que tu as citée. Je te le dirai après, mais bon, en tout cas, elle est sur Mmh. ma liste depuis pas longtemps parce que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça son contenu et j'aime beaucoup. Donc voilà, très très bonne question. C'est une amie très, très précieuse. Ah Manon, c'est vraiment, ouais, c'est Et bah, la question, en tout cas, elle est aussi satisfaisante que le contenu que j'ai vu d'elle. Donc vraiment, un gros plus. En tout cas, merci beaucoup Clément pour ton temps, pour cet échange que j'ai trouvé vraiment hyper enrichissant. Merci, c'est vraiment, enfin, c'était top.
Il y avait tellement de choses à dire, tout ça. Ah, merci à toi et pour le coup, j'ai pas vu le temps passer. Après je parle beaucoup, mais c'était vraiment, une conversation intéressante. Ouais, c'est vrai que j'ai pas vu le temps passer non plus. Je pense que les auditeurs non plus, en vrai. Puis il y a tellement de topics qui ont été abordés, ça va être super à écouter. Donc vraiment, merci beaucoup. Bien entendu, tous les liens de ta chaîne YouTube, le groupe Facebook, peut-être, je sais pas. Le groupe Facebook, d'ailleurs, est-ce qu'il est ouvert à n'importe qui ou c'est vraiment pour tes clients? Ouais, les gens peuvent, en fait, postuler. Il y a un formulaire d'adhésion, pour s'assurer que ce sont des personnes qui, sont vraiment intéressées par le contenu à l'intérieur et cetera. Mais oui, en général, la meilleure moyen de me retrouver, c'est de taper mon nom sur YouTube. Instagram, j'y suis, mais c'est plus pour voir les coulisses et c'est pas du tout, orienté, branding, pour, la perte de poids. Ça dépend, je mets un peu de contenu parfois selon les humeurs. Et donc, ouais, surtout YouTube et sinon Facebook, bah, vous pouvez, essayer de rentrer dans le groupe Facebook, nous faire un petit formulaire d'adhésion et puis, on vous acceptera parmi nous, si vous jouez le jeu et ça va être, sympa. On pourra échanger un peu plus. Ok, super. Bah, tous les liens du coup seront en description de l'épisode. Donc voilà, ce sera très facile de te retrouver. En tout cas, merci beaucoup encore une fois Clément. Et puis à très bientôt. Du coup, on va se revoir, hein. Quand je reviendrai, on ira se Ouais, boire un petit verre, un merci petit ami. thé. Ah bah, avec grand plaisir, tu comptes bien. Ça marche. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère que cet échange avec l'invité du jour t'a plu. J'aimerais beaucoup connaître ton avis sur cet épisode et sur les sujets abordés. Donc je t'invite à le partager maintenant dans l'espace commentaire de la plateforme sur laquelle tu écoutes. Comme prévu, tu peux retrouver les liens vers les ressources citées dans l'épisode en cliquant sur le premier lien dans la description. Avant de partir, si tu peux laisser un like ou 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast, ça compte beaucoup pour moi et ça m'encourage à continuer de produire ce genre de contenu, donc merci beaucoup. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et très belle journée à toi.